Bienvenue, la République démocratique du Congo entre l'état des droits, la justice et surtout la procédure judiciaire. On en parle encore et toujours et surtout on revient sur l'affaire Salomon Edi Kalonda qui aujourd'hui est poursuivi à la cour militaire ici à Kinshasa. Procédure en cours, mais de soubresauts dans cette procédure, des questionnements dans cette procédure, mais aussi des non-dits dans cette procédure. Nous voulons essayer d'en savoir un peu plus avec l'avocat qui effectivement défend Salomon Escadela. Et donc, l'état des droits, la procédure, y a-t-il une vérité à tout cela? Et laquelle? C'est l'objet effectivement de l'émission de ce soir avec maître Hervé Diakissi Kungu, activiste de droits de l'homme, mais on le reçoit ce soir en qualité d'avocat. Vous êtes avocat au barreau de Melun en France, expert en droit pénal international et surtout des droits de l'homme. Vous faites de la médiation et résolution des conflits. Lorsque vous êtes soucieux des droits de l'homme et du droit, et que vous voyez les procédures qui se sont succédées dans notre pays, quelle est la première observation? Merci pour l'opportunité que vous m'accordez encore de revenir sur votre prestigieux plateau, parce qu'il me porte extrêmement bonheur. Chaque fois que j'en sors, en tout cas, je suis auréolé encore de beaucoup d'estime parmi ça dénote de votre expertise, hein? Mais aussi de la plateforme que vous m'accordez. Oui. Dans votre présentation, il y a un aspect de mon appartenance que vous n'avez pas cité et dont je suis le plus fier. Je suis aussi avocat au barreau du Congo central. Ah, au Congo central? Oui, c'est les barreaux qui m'a donné la qualité d'avocat. Les restes, la CPI, Melun, Paris. C'est prestigieux, hein? C'est prestigieux, mais il a fallu que je commence quelque part. Et mes premières armes, je les ai forgées au Congo central. C'est pourquoi je suis toujours fier de revendiquer cela. Et effectivement, dans votre entame, nous posons en réalité une véritable question existentielle. Nous constatons, surtout dans notre pays, une très forte régression dans tous les aspects liés à la question des droits de l'homme. Il y a une régression et un hiatus entre les discours officiels et les comportements quotidiens. Nous sentons qu'il y a de plus en plus une régression. Autre chose, ne nous le cachons pas, depuis les discours du chef de l'État à Kananga. C'était en Mbujimayi. Alors, lorsqu'il avait dit qu'il n'avait pas de leçons de démocratie ou de droits de l'homme à recevoir de qui que ce soit. Mais il avait ajouté, en cas d'atteinte à l'unité nationale, à la sûreté de l'État, là, il n'a pas de leçons à prendre. Mais malheureusement, je ne sais pas si, par après, les conséquences du discours, parce que les paroles du chef ont toujours une portée non seulement matérielle, mais spirituelle. Ça fait parfois force de loi. Mais les conséquences, c'est que depuis ces discours, nous avons assisté à des répercussions graves. Nous avons eu un ancien ministre député assassiné. Oui, Chéribé, dont nous attendons. Qui n'est toujours pas enterré. Hein? Qui n'est toujours pas enterré. Et d'ailleurs, j'ai lu une correspondance de mes confrères représentant sa famille qui estime que cette situation devient intenable et qui ne comprend toujours pas l'orientation prise par l'enquête depuis la publication, en tout cas depuis qu'il y a eu le rapport d'autopsie. Nous avons eu les carnages de Goma. Avec, mais il y a une procédure en cours aussi. Il y a une procédure en cours qualifiée de crimes contre l'humanité à la décharge de la justice militaire. On a même changé le gouverneur militaire. Oui, mais par contre, ce qui est assez étonnant, et regardez justement l'aberration. Vous avez nos autorités nationales, notamment les ministres de l'Information, son homologue de l'Intérieur, ont qualifié cette situation de dérapage. Et même, il y a des communiqués qui parlent d'incidents. Alors que la justice de notre pays qualifie ces actes de crimes contre l'humanité. Il y a un ministre qui a même voulu faire un raccordement frauduleux
avec la situation des États-Unis, en alléguant que lorsqu'un forcené, qu'il soit Marines ou etc., tire sur des populations civiles, là, ce n'était pas forcené, c'était des forces de sécurité identifiées qui étaient en mission. Voilà, c'est déjà malheureux. Et même si c'était un forcené qui tire sur la population, sur un lycée ou ailleurs, comme on adore citer les États-Unis comme un exemple absolutoire, vous ne prendrez pas, vous ne verrez jamais les autorités américaines, même pas les lobbies de défense d'armes, dire que ces tueries sont des simples incidents. Ça manifeste, ça dénote quand même le manque d'égard, le manque de respect pour la vie humaine. Vous imaginez les images choquantes de Goma, lorsqu'on a vu les corps être traînés dans la rue et superposés sur les véhicules qui devraient les évacuer. Moi, ça m'a rappelé les camps de concentration nazis, lorsqu'on amenait les corps vers les... C'est un peu limite, hein? Non, parce que ce sont les mêmes corps. Mais lorsque vous prenez des corps, vous les entassez, vous les surentassez et vous les déplacez. Et ce qui est même plus particulier, vous voyez l'écart d'image entre ces corps qu'on déplace de manière cavalière, sans respect pour la dignité humaine, et les égards que les mêmes militaires ont pour les moutons et les chèvres qu'ils étaient en train... Non. C'est au contraire très significatif. Ce sont les mêmes qui viennent de déplacer les corps. Et ils les ont traînés par terre. Ils les ont superposés dans des camions. Et ce sont les mêmes qui évacuent les moutons et les chèvres avec beaucoup plus d'égards. Et ces corps-là sont des corps sur lesquels on vient de tirer à balles réelles. Et ce n'étaient pas des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, l'enquête l'a démontré, détenaient d'instruments ou d'armes pour manifester une contre-attaque. Il y a eu peut-être, on va dire, une information fausse qui a été donnée pour apprécier la situation, mais aujourd'hui, la procédure est en train de vouloir peut-être rétablir la vérité. J'aimerais bien que vous regardez la situation de cette procédure en cours à la Cour militaire. Et surtout, on va revenir un tout petit peu sur les incohérences ou c'est que les autres disent, les exceptions que Maître Diaké se soulève à contre-courant. C'est comme ça on dit. Vous relevez souvent des exceptions, vous dites qu'il y a des contradictions, il ne devait pas être jugé ici, on lui a reproché de tenir une arme qui n'existe plus. Enfin, voyons voir ce qui se passe. Interpellé le 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, Salomon Escadela est reproché 3 griefs. L'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, la détention illégale d'armes et des munitions de guerre et l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est que rejettent les avocats qui contestent également la procédure empruntée pour mettre en détention ce proche de Moïse Katumbi Tchak. Pour ce faire, l'équipe de la défense de Salomon Escadela depuis Bruxelles en Belgique a alerté au cours d'une conférence de presse qu'elle s'apprêtait à déposer une requête individuelle devant la Commission internationale des droits de l'homme à Genève, mais aussi avoir déjà déposé une plainte à la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. L'inquiétude des avocats de Salomon Escadela est surtout le point de la procédure. Ils regrettent le non-respect des droits fondamentaux ayant été arrêtés et gardé au secret pendant plusieurs jours sans que ses membres de famille ni ses avocats n'aient accès à lui. Son audition s'est également passée sans ses avocats. Il n'a pas non plus été notifié des charges en son encontre, ceux qui ont été connus dans les médias. Les avocats soulèvent aussi le fait qu'il a été déféré devant la justice militaire et en dépendre sans qu'il ait des garanties procédurales prévues par la loi, alors qu'il n'est pas militaire. Après la première audience, Salomon Escadela a accepté de comparaître à la deuxième audience, visiblement affaibli, marchant avec difficulté, le visage fatigué. Et Salomon Escadela s'est présenté devant ses juges. Ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant
la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Transféré il y a une semaine à l'hôpital pour des raisons de santé, Salomo Escadella s'est entouré d'une équipe d'au moins 20 avocats à la barre. Ils ont plaidé l'incompétence de la Cour pour juger leur client, arguant que ce dernier était un civil. Ils ont également émis des réserves quant à la régularité de la procédure, demandant l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux en raison d'une détention jugée inconstitutionnelle et de l'absence de représentation juridique lors des interrogatoires initiaux. La prochaine audience est prévue pour le lundi prochain, lors de laquelle le ministère public répondra aux arguments présentés par la défense de Kalonda. Affaire Salomon Escadella, entre la justice et la procédure, la vérité. Jean-Marie Kassamba reçoit Maître Diakese, avocat de Salomon Escadella, dans JMK Today. Maître Diakese, en quoi cette procédure vous gêne? Vous êtes plus de 20 avocats pour un seul cas et la justice militaire vous explique qu'il n'y a aucune violation, tout est dans la procédure. Alors, permettez-moi d'abord de faire... C'est vraiment intéressant et je félicite votre équipe qui a vraiment fait un feedback qui m'a même permis maintenant de revenir aux sources de l'affaire. Et pour vous dire pourquoi cette affaire nous gêne. Et après revenir sur votre questionnement. Oui. Nous en sommes arrivés à une publicité exagérément outrancière dans cette affaire. Parce que l'acte fondateur de cette affaire, c'est une interpellation en dehors de toutes les normes d'un individu sur les tarmacs de l'aéroport. Et vous avez vu les images. Ce sont les vôtres. C'est sans précédent dans l'histoire. La deuxième chose, c'est des officiers de police judiciaire qui organisent pour la première fois et sans précédent dans l'histoire de la procédure pénale une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, ils allèguent que l'une des raisons qui les ont motivés pour interpeller, entre guillemets, Salomon Kalonda Dela, c'est notamment la détention d'un pistolet Jericho dont ils vont donner les références. Et la troisième chose, c'est le Premier ministre honoraire Matata Pogno qui réagit pour dire que les pistolets dont il est fait allusion au cours de cette conférence de presse avec les références, c'est un pistolet appartenant à son garde du corps. Voilà comment une personne interpellée, gardée au secret, sans même qu'on ait su ce qui lui était réellement reproché, sans que cette personne ait été en mesure de parler, Salomon Kalonda Dela est déjà accusé, jeté en pâture dans l'opinion, sans même qu'il n'ait pu exprimer quoi que ce soit et sans avoir eu accès à son avocat. Raison pour laquelle, quand beaucoup s'étonnent que nous ayons pris cette initiative de rétablir, au moins dans l'opinion, les procès qui ont été faits contre Salomon Kalonda, c'est parce que nous devons rattraper une communication orientée et délibérément orientée par ceux qui avaient décidé de l'arrêter et qui avaient intérêt à mettre déjà dans l'opinion une idée d'un Salomon Kalonda manifestement coupable, alors même qu'il était présumé innocent et alors même qu'on lui a interdit les droits à l'avocat. Deuxième chose, je remercie beaucoup le reporter qui a fait ce reportage-là. Il a constaté objectivement, et c'était même pas seulement contre l'avis du médecin, contre l'avis de beaucoup de confrères, Salomon Kalonda Dela, à notre sens, n'était pas physiquement apte à comparaître devant la juridiction. Ah oui? Oui, parce que nous avions... C'était l'avis du médecin. C'était l'avis... Si vous avez suivi les images, vous verrez que ce jour-là, à l'audience, Salomon Kalonda Dela, parce qu'il doit quand même décharger les médecins. S'il s'écroule à l'audience, on ne peut pas dire que les médecins n'avaient pas prévenu. Michael Jackson, c'est la situation qui a été reprochée à son professionnel. Oui. Il y avait une infirmière qui était à côté de Salomon Kalonda avec une trousse de secours d'urgence au cas où... Voilà. Ah oui? Oui. Lorsque Kalonda Dela vous dit « La mort peut m'attraper à l'hôpital »,
Mais même ce procès, les stress, les mensonges, et tout ce qui a été dit pour moi, c'est une mort physique dans l'opinion. C'est une mort au niveau de sa réputation. Entente avec l'ennemi, détention d'armes. Avec un numéro de téléphone où il y a des contacts avec le haut commandement rwandais. Voilà, tout donc, ça. Il met sur la balance, il nous dit, j'aime mieux de toute façon, que ce soit ici ou là-bas, parce que vous me dites, si on ne me soigne pas, je peux mourir. Mais là-bas aussi, si je ne comparais pas, c'est déjà ma mort. Je préfère aller là-bas, même affronter cette mort-là, et qu'on en finisse. Parce que c'est qu'on oublie, parmi les chefs d'accusation contre Salomon Kalonda Dela, certaines ont pour peine la peine de mort. Et notre pays n'a pas encore abrogé la peine de mort. Il a juste un moratoire sur l'exécution. Mais non, pourquoi nous réagissons? Nous réagissons ainsi parce que, après je reviendrai sur les exceptions. Oui. À la première audience, nous n'avons que l'acte d'accusation dont le ministère public a fait ce qu'on appelle sa décision de renvoi. Il a clôturé l'enquête, il décide d'accuser Salomon Kalonda Dela. Et donc, dans la notification officielle des accusations retenues contre Salomon Kalonda Dela, à la première audience, nous nous rendons compte que l'accusation des détentions d'armes de guerre, d'armes à feu, n'est plus retenue. Ah oui, il n'était plus dans la liste. Il n'était plus dans la liste. Pourquoi? Ah, c'est ça la vraie question. Or, rappelez-vous, l'une des raisons pour lesquelles, et même les réseaux sociaux ont bruissé de cette information, Salomon était une arme, exactement, ce n'est pas possible. Comment vous dites que vous faites des manifestations pacifiques et vous êtes armé? Lors de la conférence de presse des renseignements militaires avec le colonel Kangodi, c'est là où on donne les références de l'arme et on prétend que cette arme-là, Salomon Kalonda Dela l'aurait perdue lors de la marche devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf que le 25 mai, Kalonda Dela n'est pas présent à la marche de... C'était une maladresse peut-être. Oui. Alors, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt prétendu qu'il l'a perdu lors de la marche de la CENI. Mais les sittings de la CENI. Oui, il y avait sitting, voilà, avec Martin Fayoulou et donc les 4 leaders. Oui. Sauf que Salomon Kalonda n'a marché que le 20 mai. Lorsqu'ils ont voulu maintenant dire que dans ce cas, ce serait peut-être le 20 mai qu'il aurait perdu l'arme, les détenteurs disent non, l'arme a été perdue le 25 mai. Et le 25 mai, Salomon Kalonda n'a pas marché. Donc, il devenait très difficile. Et on a retiré. Cette accusation n'a plus été fixée. Donc, aujourd'hui, la raison initiale où on prétendait que Salomon Kalonda a été arrêté n'a plus été celle-là. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Et à la première audience, qu'est-ce que nous demandons? Communiquez-nous maintenant l'ensemble des dossiers, des PV et des pièces, ces interrogatoires et tout, pour que nous préparions correctement sa défense. C'est comme ça qu'on a pu obtenir du ministère public et de la cour militaire. Vous l'avez levé copie? Levé copie et renvoi à 1 mois. Donc nous étions, c'était le 18 août peut-être, et on nous renvoyait à l'audience du 18 septembre. Quand nous pénétrons les dossiers, nous remarquons quelque chose d'extrêmement grave. Il y avait déjà cette affaire du pistolet. Mais nous constatons qu'un agent de l'ANER, appelé Patrick Nyundo Wabaluba. Et vous citez les noms comme ça déjà? Parce que le dossier est public. Ah, c'est public. Vous avez des... C'est sur PV. Oui. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est la toile de fond de la cabale et du complot contre Salomon Kalonda Dela. Cet agent a été auditionné sur PV. Et ici, je ne dirais que ce qui a été publiquement développé à l'audience, parce qu'au cours de cette audience, on a accordé l'accès aux médias et tout le monde en a parlé. C'était public. Et tout ce qui n'est pas public, je n'en parlerai pas. Oui. J'inviterai tout le monde à venir assister à la prochaine audience. Cet agent soutient qu'il a reçu mission de l'ambassadeur Dani Banza. Et vous citez Dani Banza? C'est l'agent qui les cite. Les PV existent. Et j'ai développé ces moyens devant la Cour pour parler de la cabale. Nous sommes face à une cabale politique.
lorsque Salomon Kalonda Dela vous parle du procès de la honte, il ne s'adresse pas à la justice, pas aux juges. Ils n'y sont pour rien. Il ne le reproche pas au ministère public, il n'y est pour rien. Mais il le reproche aux personnes qui ont monté une cabale, qui ont machiné des mensonges pour qu'il puisse, lui, devenir justiciable de ces juridictions. D'où les exceptions. Donc lorsque nous constatons ça, ce monsieur reconnaît qu'il a reçu mission de la part de l'ambassadeur Dani Banza, Maloba, afin de transmettre par le WhatsApp tous les numéros de Salomon Kalonda Dela, des images ainsi que des articles ou tout ce qui peut être considéré comme hostile au régime. Dans son numéro. Dans son numéro, comme ça, et on a injecté dans le numéro de Salomon des choses compromettantes. Oui, comme ça, une fois qu'il ouvre, par exemple, un visuel, l'un des visuels, c'était des tenues militaires de l'armée, les prochaines tenues ou les futures tenues qu'on envisageait doter notre armée. Voilà, comme ça, une fois qu'il ouvre ça, il est impliqué comme étant quelqu'un qui essaye d'accéder au secret militaire. C'est dangereux, ça. Sauf que Salomon Kalonda n'a jamais ouvert son téléphone. Jamais. Jamais. Et malheureusement, il n'a jamais été confronté à la personne. Et on attend toujours qu'il soit au moins confronté à l'ambassadeur Dani. Et cette personne existe. Cette personne existe. Cette personne a été répertoriée dans les PV des renseignements militaires. C'est ça qui nous donne l'audace et l'indignation de considérer que nous sommes face à une cabale. Parce que justement, l'un des éléments, le problème dans ces pays aujourd'hui, c'est quoi? Il suffit de crier Rwanda M23, c'est comme si on ouvre le boulevard pour s'absoudre de toutes les violations des droits de l'homme, les agressions et les montages. Donc vous dites, le Rwanda, le M23 devient le prétexte de culpabilité. Je me rappelle du tweet de la dame ici, l'honorable Mouchobekwa. Oui, Marie-Ange. Oui, et je crois qu'elle avait tweeté en disant qu'il y a des individus qui m'appellent par certains numéros pour vouloir monter une cabale en me disant que si je réponds à ces numéros, donc je suis en contact avec les M23, etc. Oui. Moi, je suis avocat. Vous êtes journaliste. Oui. Nous sommes des personnalités publiques. Oui. Nos numéros sont connus. Oui. Quelqu'un peut réagir parce qu'il dit, bon, Jean-Marie Kassama, j'ai trouvé... Mais moi, j'ai des téléspectateurs au Rwanda. Mais voilà. Donc, qui suivent Télé 50 au Rwanda. Eh bien, vous risquez d'être en difficulté. Forcément, il y en a qui... vous êtes en intelligence. Des questions. Oh non, mais si nous devons... Mais ceux qui sont à Goma, qui vont à Kigali tous les jours, exactement, qui font des commerces avec Kigali. Donc, vous voyez les nos joueurs qui sont là-bas, nos compatriotes qui sont à Kigali. Nous avons invité Kagame ici au stade pour défiler. Donc, le problème, c'est que c'est ça les dangers. Donc, il y a eu quelqu'un proche collaborateur du chef de l'État et à un niveau très élevé. Alors, ce qui m'a étonné, j'ai vu des réactions amusantes quand même. Dani Banza n'était pas ambassadeur en 2018. Je ne sais même pas qui a parlé de cette histoire de 2018, parce que moi, quand nous exploitons les documents et que nous déposons devant la Cour d'autres mémoires uniques, nous citons les propos de M. Patrick Nyundo Wabaluba, qui dit que dès le retour d'exil de Salomon Kalonda, lui, parce que vous vous rappelez que Salomon Kalonda n'est pas rentré en mai. Ah, il y a eu des soucis avec son passeport. Voilà, son passeport est revenu plus tard. Oui. Donc il a été pris en charge, non seulement pris en charge, mais la personne a été missionnée pour lui envoyer des éléments compromettants. Donc si on doit parler de divulgation des secrets militaires, avant de s'attaquer au récepteur qui est d'air passif, commencer à interroger un peu les je suis tenté de vous poser cette question, beaucoup plus directe. Hein? Vous savez, l'émission... Quelle est la dangerosité de Salomon Kalonda par rapport au pays et par rapport au pouvoir politique aujourd'hui? Je ne le comprends plus, parce que Salomon Kalonda Dela... En quoi il représente un danger? Il est vraiment, regardez Salomon Kalonda Dela, c'est l'inoffensif fait homme. Même quand on a voulu l'associer au pistolet Jéricho, oui, les gens disaient ce n'est pas la tête de quelqu'un à détenir une arme. Est-ce qu'il sait tirer? Est-ce qu'il sait même tenir une arme? C'est ça la vraie question. Mais il est proche de Moïse Katumbi.
Moïse Katumbi, c'est ça le lien. C'est ça le lien. Il est proche de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi est un potentiel challenger à la présidence de la République. On a essayé de l'écarter pour la loi raciste des pères et des mères. On a essayé de lui trouver beaucoup des dossiers qu'on n'est pas parvenu à monter. Donc aujourd'hui, on sait que qu'est-ce qui est bancable, qu'est-ce qui est payable immédiatement? Le Rwanda, les M23. Donc, et quand Salomon Kalonda est arrêté sur les tarmacs de l'aéroport, nous avons reproché au régime de Joseph Kabila beaucoup de choses. Mais même ça, là, on n'aurait pas pu imaginer les voir sous ces régimes-ci. Mais il est arrêté devant Moïse Katumbi. C'est aussi peut-être attendre la réaction qui va justifier de les mêler à cela. Donc, à partir de cette situation-là, nous avons un deuxième élément concret. Vous avez inventé l'affaire du pistolet. Son propriétaire a revendiqué l'arme. Le Premier ministre, dont les gardes du corps est propriétaire des l'arme, le reconnaît. Le propriétaire le reconnaît. Vous avez mené toutes les investigations jusqu'à la dotation. Vous savez que ce pistolet leur appartient parce que vous avez les références. Maintenant, nous avons un agent de la NER qui reconnaît qu'il transmet des messages compromettants pour que dès que Salomon Kalonda Adela va ouvrir et ça va signaler chez vous, vous pouvez l'intercepter. C'est pour ça qu'on a compris comment tout le monde a sauté sur ce téléphone. Ah, c'était ça. Mais oui. Aucune des accusations portées contre Salomon Kalonda Adela n'a d'autre fondement que l'exploitation de ces téléphones. Aucune. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas eu de témoignages, il n'y a pas eu de... Il n'a été confronté à personne. Sauf au téléphone. Sauf au téléphone. Vous comprenez pourquoi, dès le départ, notre postulat fondé sur des éléments objectifs nous dit ça, c'est un règlement de compte politique. Et c'est une honte. Nos services de renseignement ont un travail important à faire. C'est des services d'intelligence. Ils doivent détecter les menaces intérieures et extérieures. On ne doit pas les mêler à des cabales. Ce n'est pas respecter leur travail, ce n'est pas respecter les menaces auxquelles notre pays fait face, ce n'est pas respecter l'uniforme. Et ça, c'est une honte. On doit les dénoncer. Alors aujourd'hui, ceux qui ne partagent pas votre point de vue disent qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans les chefs des avocats de Kalonda. Ils veulent les disculper alors qu'il y a des tissus de preuves qui doivent être précisées. Et surtout, on camoufle la vérité. Ok. Alors, progressons. Les procédures, il faut éclairer. Les enquêtes sont régies par le code de procédure pénale, par le code judiciaire militaire, par la Constitution. La première chose, on vous dit comment on prive une personne de sa liberté. Salomon Kalonda Adela a été privé de sa liberté de manière cavalière. Plus tard, on va dire qu'il était déjà pris en charge. Il y avait un mandat d'amener. Très bien. Ok, il n'a pas répondu, c'est pour ça qu'on l'a pris de cette manière. Non, parce qu'on n'a jamais, quoi que ce soit, notifié à Salomon Kalonda Adela alors qu'on savait où il était à Kinshasa. Peu importe. La deuxième chose, c'est quoi? Comment s'organise la privation des libertés? Dans ces pays, notre droit n'a prévu que 2 catégories d'individus susceptibles de nous priver de la liberté. C'est soit un officier de police judiciaire ou soit un officier du ministère public. Selon des délais. Sinon, après, il faut aller devant un tribunal. Et selon qu'on est en phase préjuridictionnelle ou en phase juridictionnelle. L'OPJ, quel que soit son rang, que ce soit l'AG de l'ANER, le chef d'état-major des renseignements militaires, ce sont des OPJ. Ils n'ont que 48 heures. Ils ne peuvent pas vous priver de votre liberté au-delà des 48 heures. Même s'ils ont des soupçons de culpabilité. Mais ils ont des soupçons, mais non, on leur donne 48 heures pour interroger et mener l'enquête. Ils ne peuvent pas... Et pendant ces 48 heures, on ne doit pas vous interdire l'accès à l'avocat. L'avocat est présent, il ne plaide pas. Il n'accède même pas au dossier. Mais il est à côté de son client pour assister et s'assurer de la régularité. Que les questions qui lui sont posées et les réponses qu'il donne sont celles-là et il s'assure pour qu'il signe. Donc, des fois, quand on s'agite, mais l'avocat, on ne va pas plaider parce qu'on ne connaît même pas les dossiers. On ne sait pas encore qu'est-ce qui lui est reproché.
On ne lui souffle même pas de réponse. Puisqu'on ne sait pas les questions. On est à côté du client pour nous assurer qu'il est bien traité et que les questions qui lui sont posées, les réponses qu'il donne sont correctes. La DEMIAP a refusé l'accès aux avocats. Vous avez vu? Mais vous avez peut-être soustraire certains faits ou orienter ces Impossible! Réponses. Impossible parce que ce sont eux qui posent les questions. Ce sont eux qui mènent leurs enquêtes. Nous, nous sommes là que chaque fois qu'ils veulent auditionner les clients pour être à côté de lui. Point barre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est sous tous les cieux aujourd'hui. Et en tout cas, dans tous les cas chez nous, c'est constitutionnel. Ils avaient 48 heures pour les garder. Ils l'ont gardé au-delà des 48 heures. Je vais vous surprendre, je l'ai même dit à l'audience. Rendez-vous compte même l'auditorat militaire supérieur. Celui qui poursuit Salomon Kalonda devant la cour a adressé une correspondance à l'état-major des renseignements au DEMIAP de transmettre les dossiers Kalonda Dela en l'état. Lui, la personne gardée chez eux, les PV, les preuves et tout, pour qu'eux puissent l'examiner. Ils se sont rebellés contre ça. Oh. Ils l'ont gardé encore 10 jours de plus. J'avais commis un lapsus parce que normalement, la privation de liberté au parquet, justement, le parquet civil a 5 jours, sous mandat d'arrêt provisoire, alors que le parquet militaire a 15 jours. Donc voilà aujourd'hui les renseignements militaires. Ça aurait pu être l'ANER, mais maintenant, apparemment, sous Kabila, c'est l'ANER qui était devant, mais en tout cas, sous ces régimes ici, c'est le renseignement militaire qui est devant. N'avait que 48 heures. C'est compte tenu du danger, peut-être, hein? Non. Il faut... Nous agissons selon la loi. Cette loi-là, c'est la loi qui est la même pour vous, pour moi. S'ils ont d'autres lois, ils doivent les produire. Sinon, c'est l'arbitraire. On ne leur interdit pas de mener des enquêtes. On ne leur interdit pas d'interroger les gens. Ils avaient même les téléphones de Salomon déjà entre leurs mains. Et l'auditorat, c'est l'auditorat qui poursuit. Ce n'est pas le DEMIAP ou la DEMIAP, bon, les renseignements militaires qui est en train de poursuivre maintenant aujourd'hui devant la cour militaire. C'est l'auditorat. Le même auditorat qui a écarté l'affaire du pistolet, qui avait fait l'objet de leur conférence de presse. Maintenant, pendant la garde à vue. Je ne peux pas appeler ça la garde à vue. C'est une détention irrégulière. La garde à vue avait droit à 48 heures. Donc, pendant la détention secrète de Salomon Kalonda, des actes ont été posés, des actes d'instruction. Le premier, c'était des perquisitions. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un journaliste qui avait un parcours et à l'étranger et ici. Vous avez pu voir comment, sous d'autres cieux, on mène ces affaires. On ne mène pas une perquisition chez autrui, hors la présence de l'intéressé. Salomon Kalonda Dela est entre les mains des services de renseignement. Le code de procédure pénale le précise. La perquisition se mène soit au domicile de l'intéressé ou au domicile d'un tiers. Dans les deux cas de figure, si c'est au domicile d'un tiers, le propriétaire, le maître des lieux doit être présent et la personne concernée par la procédure doit être présente. Si la personne est en détention à Fleury, à Bois d'Arcy, mais qu'est-ce qu'on fait ou à Villepinte, peu importe. Mais on extrait l'individu. On l'amène sur les lieux. On l'amène sur les lieux. Même dans les reconstitutions, c'est ça. Absolument. Pourquoi? Pour lui rendre opposable tous les actes qu'on va poser, les documents qu'on va récupérer. Sinon, il aura beau jeu de dire, mais ça n'était pas chez moi, c'est vous qui l'y avez posé. C'est ça qui rend les perquisitions irrégulières. Ils ne l'ont pas fait. Salomon Kalonda Dela a été entre leurs mains. Ils ont perquisitionné à cette maison. Ils sont allés perquisitionner au Katanga. À la résidence de Salomon Kalonda Dela, chez sa pauvre maman et chez ses sœurs, avec une violence inouïe. Était-ce nécessaire? Est-ce que ça les empêchait de respecter la loi? Salomon était entre leurs mains. Voilà, nous venons ici, nous perquisitionnons, nous partons là-bas. C'est comme ça que ça s'est fait. Autre irrégularité. Enfin, il décide de déférer Salomon Kalonda Dela devant l'auditeur militaire. L'auditeur militaire mène l'enquête. Maintenant, nos exceptions viennent d'où? Oui, c'est ça qu'on vous reproche. Nous reprochons à la procédure deux moyens
fondamentaux. À part cette histoire de complot, parce que c'est un complot et c'est les Complot selon vous. Oui, et parce que nous l'avons tiré du Procédure judiciaire selon exact. Oui, oui, évidemment. l'auditorat militaire. Voilà. Parce que nous avons prouvé, que l'affaire du pistolet, c'était un prétexte. Le propriétaire du pistolet est connu. Et des deux, un agent de l'ADER dit qu'il a reçu des instructions d'un collaborateur très proche du chef de l'État pour piéger Salomon Kalonda. Et toute la procédure est fondée justement sur le contenu de son téléphone. Ça, c'est factuel. Le premier élément, nous reprochons à la juridiction militaire, c'est qu'il n'est pas compétent pour juger un civil. Oh, ça c'est facile ça. Non, c'est la réalité, c'est constitutionnel. Et nous avons Doli Makambo. Doli Makambo est poursuivi pour incitation mais des son militaires. garde avait assassiné quelqu'un. Oui, mais la Cour de cassation a annulé la procédure en ce qui concerne Doli Makambo parce qu'il n'aurait pas dû être jugé par une juridiction militaire. Ça, c'est un arrêt récent que nous avons produit ces jours-là. Et qui fait jurisprudence. Oui, parce que de toute façon, les décisions même des juridictions militaires, c'est la Cour de cassation qui le casse. Donc ça ne sert à rien. Même la haute cour militaire a déjà rendu des décisions. On a une trentaine de décisions de justice, y compris militaires, qui distinguent la procédure entre civil et militaire. Aujourd'hui, la volonté et du constituant et du nouveau législateur du Code de justice judiciaire militaire, c'est de soustraire les civils de la compétence des juges militaires. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Donc il y a ça. L'autre chose, avec ces florilèges des violations, d'une détention illégale, des perquisitions irrégulières, d'absence d'avocat, d'une durée outrepassée au niveau des renseignements militaires, d'un refus de confronter les déclarations. Donc une enquête bâclée ou une enquête menée uniquement pour corroborer une version des faits qui puisse correspondre à ce qui plairait au renseignement militaire. Une conférence de presse visant à préparer l'opinion à ce que Salomon Kalonda est un coupable. Nous avons demandé si même la juridiction militaire pourrait par impossible, ce qui est impossible, considérer qu'elle est compétente, c'est la nullité de tous ces procès-verbaux menés au niveau du renseignement militaire. Mais vous avez rajouté aussi, et c'est peut-être ce qu'on vous reproche, d'associer vos collègues étrangers, belges en particulier, qui ont publié un papier il n'y a pas longtemps, qu'ils ont été empêchés de venir en RDC, alors que vous êtes une vingtaine d'avocats ici, incapables de sortir Salomon de tout ça. Un citoyen a le droit d'avoir autant d'avocats qu'il veut. Mais 20 avocats, même 40, s'il n'y a rien de grave même dans ce dossier, pourquoi un déferlement d'autant de défenseurs? D'abord, premièrement, parce que c'est un droit. C'est un droit. Et chacun exerce son droit. De deux, il n'y a rien, mais il est quand même en prison. Ça, c'est un problème. Ça n'aurait pas dû être le cas. Et il est dans quelle prison? Dans une prison militaire. Ça n'aurait pas dû être le cas. Et les faits pour lesquels il est accusé, il encourt notamment la peine de mort. Donc il a le droit de mettre toutes les chances de la défense de son côté. Toutes les expertises sont importantes. Donc il n'y a aucun problème. Moi, je peux aller plaider un dossier à Bruxelles, comme des confrères bruxellois peuvent venir ici. Ça ne pose aucun problème. C'est une cabale lorsqu'on refuse des visas aux gens. C'est honteux. Justifié. C'est honteux. C'est honteux. Nous avons eu dans l'affaire... C'est souverain, maître. Non, non, non. C'est souverain. Non, 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 pas dans la défense. Les droits de la défense, c'est un droit constitutionnel. Quand on vous refuse un visa, on ne justifie pas. Non, mais pourquoi vous refusez à des avocats? Ils viennent pour une procédure. Ils viennent exercer le droit de la défense dans une affaire. C'est honteux, surtout dans un état de droit. Dans l'affaire Tchébéa, oui. Kabila, que nous avons l'habitude de traiter des dictateurs. Mais j'avais vu mes confrères d'avocats sans frontières France venir ici assurer la défense. Il y avait des avocats français ici. Ils étaient au CPRK. Maintenant, maître, vous attirez l'attention du monde avec cette affaire, mais moi j'ai écouté le président de la République qui dit il ne se mêle pas des affaires
judiciaire, c'est la séparation de pouvoir, d'une part, et d'autre part, lorsque il y a des collisions entre les Congolais et les étrangers, vous interdisez à la justice de faire son travail, au renseignement militaire de faire son travail, mais dans quel pays sommes-nous là, à ce moment-là? Alors ça, c'est intéressant. D'abord, mettons les pendules à l'heure. Même Salomon Kalonda l'a dit devant la justice. S'il l'a comparu, en dépit de son état de santé, c'est qu'il est prêt à affronter la justice de son pays pour démontrer son innocence, parce qu'il est innocent. Mais lorsque je suis le chef de l'État, oui. Et le chef de l'État, c'est beaucoup... clair, il a parlé de Boujakea, il a parlé de Salomon, il a parlé de toutes ces affaires. Oui. Prenons-le au mot parce que j'ai toujours été d'accord avec lui pour avoir côtoyé la justice de mon pays et l'avoir comparé avec d'autres pays où quand même la justice des fois s'administre dans des conditions un peu moins contraignantes. Il s'est plaint. L'une de ses grandes déceptions, c'est la justice de notre pays. Il vient de faire un coup de balai là. Bon, très bien. Mais alors, il vient de changer mais quand nous avons un dossier dans lequel une personne se retrouve parce qu'il y a eu une cabale politique. Selon les avocats. Selon les pays. Pas selon le... Non, Jean-Marie Kassama, c'est très important à dire. Si c'était selon les avocats, dès le début, nous l'aurions dit. C'est quand nous avons accédé au dossier du votre agent Aner, là. Oui, c'est les renseignements. Il a été auditionné sur PV. Nous avons cité la pièce. Comment nous pouvons connaître l'identité d'un agent de l'ANER? On sait tous que c'est des 05. Comment? Il a décliné son identité. Il dit qu'il est en mission. Oui. Nous l'avons dit devant la juridiction. Donc ça veut dire que d'un côté, vous vous plaignez, la justice, elle subit trop d'influence, même si c'est des gens dans mon cabinet, il ne faut pas suivre. Il faut les dénoncer, oui. Mais là, nous avons un cas flagrant. Est-ce qu'on l'a entendu, c'est En tout cas, je n'ai vu aucune trace de son audition dans les dossiers. S'il a été entendu, c'est que ce PV n'a pas été mis dans les dossiers. Mais par contre, l'audition de Patrick Nyundo Wabaluba, Patrick Nyundo disait qu'il est prêt à être confronté à l'ambassadeur Dani Banza. Qui lui a envoyé des éléments. Voilà. Donc lui était en mission pour divulguer des secrets d'État. Et ça, ce n'est pas un problème. Or, c'est la plus haute pénalité encourue par Salomon Kalonda. Ça ne peut pas passer inaperçu. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un sur la sellette, la tête sur les billots, sous la guillotine, pour des faits qu'il n'a pas commis. Et il n'a jamais ouvert ses téléphones. Et après, alors, d'un côté, on dit, bon, la justice, on s'en plaît parce qu'il y a trop d'influence. De l'autre, vous mettez quelqu'un dans une affaire et on s'organise d'ailleurs pour qu'il soit devant une juridiction militaire en prétendant qu'il aurait incité des militaires. Est-ce que vous insinuez, maître, qu'il y a une instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Non, dans cette affaire, j'insinue que les renseignements militaires ont obéi à des fins politiques et je suis factuel. Vous n'avez pas de preuves? Non, je suis factuel. Le premier fait, l'affaire du pistolet. Ils savaient dès le départ que le pistolet n'appartenait pas à Salomon Kalonda, mais ils l'ont quand même. Ils ont fait une conférence de presse pour dire que le pistolet lui appartenait. Deuxième chose, ils n'ont pas accepté que Salomon Kalonda soit assisté d'avocats. Ils avaient auditionné, dès les premiers jours de la détention de Salomon Kalonda, un agent de l'ANER. Et cet agent leur a dit qu'il avait été missionné pour piéger Salomon. Donc, ils savaient déjà que Salomon était innocent. Mais ils l'ont gardé 10 jours de plus. Donc, pendant qu'ils perquisitionnaient, ils savaient déjà. Et maintenant, il faut trouver autre chose en fouillant son téléphone. Il est même interrogé sur les vidéos de ce monsieur Patrick Nyundo. Donc, je n'ai rien à dire sur la justice militaire. Bien au contraire. Au début, j'étais inquiet parce que nous leur avions fait la première demande sur l'état de santé de Salomon. Ça avait un peu traîné. Mais très vite, ils ont fait le constat nécessaire. Et ils ont permis qu'il soit évacué en milieu hospitalier. Même le ministère public, quand Salomon Kalonda a dit, mais je ne saurais pas suivre l'audience en restant debout pendant longtemps, je dois m'asseoir, a dit, mais c'est vos avocats qui ont permis que vous veniez ici. Nous, on ne vous a pas contraint à venir. Si vous vous sentiez mal, vos avocats auraient pu dire de ne pas venir. Ce qui dit qu'il y a un climat qui jusque-là
On commence à respecter la procédure. On commence en tout cas, à respecter un peu la vie et les droits de l'homme. Au niveau de la cour militaire et de l'auditorat qui suit cette affaire, d'ailleurs, je vous ai dit, ce sont eux qui avaient écrit au renseignement d'envoyer les dossiers sans délai, mais les renseignements militaires s'étaient rébellés. Jusque-là, ça va. Mais Salomon n'a rien à faire là-bas, même s'ils sont gentils, parce que c'est un civil. Il ne devrait pas être jugé là-bas. Quoi à la prochaine audience? L'affaire a été renvoyée sur demande du ministère public parce qu'il doit répliquer. En fait, la procédure devant les tribunaux militaires, c'est que comme vous avez des moyens de forme, de procédure, soit sur leurs compétences, sur les PV ou quoi que ce soit, il faut faire ce qu'on appelle un mémoire unique. Donc vous développez l'intégralité de vos moyens une fois pour toutes et vous déposez. À l'audience au cours de laquelle ils vont examiner ces mémoires, comme ça a été le cas, vous développez ces moyens. Le ministère public qui est concerné, parce que c'est lui l'organe poursuivant, mais c'est aussi les gardiens de la loi. Il écoute, il peut soit répliquer sur le banc, soit demander un report, et comme quand même notre mémoire avait 16 ou 17 pages. 17 pages. Parce que nous devrions aligner les jurisprudences et citer les lois. Parce qu'il ne faut pas, parce que je résume ici, que les gens croient que nous parlons à la légère. Nous avons pris le temps de faire des recherches. C'est à ça que servent les 20 avocats que vous voyez. Donc, tous ne parlent pas, mais tous travaillent. Donc, nous avons pris le temps de compiler les jurisprudences. Nous avons pris le temps de citer les textes légaux et de fouiller pour démontrer que, constitutionnellement parlant, procéduralement parlant, légalement parlant, Salomon Kalonda Dela, et au regard de notre propre législation, ne peut être que justiciable des juridictions civiles. Mais quelle est votre intime conviction aujourd'hui dans cette affaire? Je défends un innocent et je suis indigné des moyens de l'État mis en mouvement juste pour chercher à humilier une personne. En fait, c'est une perte de temps. Et pour nos services de renseignement, qui devraient s'occuper des questions sérieuses, des vraies menaces, c'est une perte de temps, même pour notre juridiction militaire, qui devrait juger d'autres affaires où il y a plein de personnes encore en détention préventive qui attendent qu'ils soient jugés. Et nous nous retrouvons dans une affaire qui n'aurait même pas dû avoir lieu. Alors, tout au début de cette émission, je vous ai demandé la succession d'affaires. Mwanga Chouchou, François Beya, Bisselele, Salomon. Aujourd'hui, on a Boujakera. Voilà. Vous pensez que on est dans une phase de judiciarisation, c'est les termes. Judiciarisation. Effectivement. Effectivement. De la vie politique dans notre pays, à l'approche des échéances électorales, où c'est la vie normale d'une nation de vérifier des soupçons de culpabilité chez des gens. Ce n'est pas la judiciarisation de la vie politique, c'est la politisation de la justice. C'est ça qui est dangereux. En réalité, François Beya, Bifor Bisselele, que vienne à Boujakera ou à Salomon. Kabound aussi. Je prends les points communs. Rwanda, M23, en fait, c'est ça la trame. Parce que quand on a brandi cet argument, on abdique tout raisonnement, on ne peut plus chercher à réfléchir, il y a la trahison dans l'air, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui leur est reproché. Bisselele, interview, au cours de laquelle il reconnaît Urbi et Orbi qu'ils avaient un deal contre carnet d'adresse et ça devrait se passer comme ça, haute trahison et tout ce qui s'en est suivi. Le dossier a disparu du tribunal à un moment donné, il a ressuscité, bon, bref, acquitté. François Beya, aujourd'hui en soins à l'étranger. Bon, Mwanga Chouchou, je ne connais pas trop l'affaire, mais Salomon Kalonda, là, je découvre dans les dossiers, avec stupéfaction, que en réalité, c'était un piège. Et comme il faut toujours citer le Rwanda, parce que ça, c'est l'absolution. Donc, chers amis, si vous avez dans vos téléphones le 250, faites attention. C'est terrible. 250. C'est terrible. Oui. On ne peut pas être responsable d'un contenu qu'un tiers transfère dans votre téléphone. Même quand on voit dans le code numérique, c'est la diffusion avec connaissance du caractère fort. Voilà, parce que là, vous agissez avec connaissance. Mais ici, un tiers décide d'envoyer chez Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas, l'adresse de l'hôtel où le chef de l'État va loger à New York. Tout le monde les connaît.
Il est au Waldorf Astoria. Non, c'est New York Palace. Oh, voilà. Même Bon. Jikaka dormait dedans. Bon, alors peut-être qu'après, la chambre. Ça devient compliqué. Bon, on sait qu'il prendra une suite. Toujours en haut là-bas, au 30e étage. Donc, dans ce cas, et puis après, on va dire que... Mais il n'y a pas un caractère... subversif. Non. Bon, si on dit que vous commencez à vous intéresser un peu trop... C'est ça la paranoïa. Vous voyez, c'est qu'on commence à donner à un caractère infractionnel à des comportements qui auraient dû être normaux. Un journaliste aujourd'hui, vous lui attribuez le fait que... Il était en intelligence avec l'ennemi. C'est terrible. Lorsque les États-Unis sont sur le point de bombarder Bagdad, CNN interview Saddam Hussein. Vous allez dire que ces journalistes-là sont en intelligence avec Saddam Hussein. Lorsque on veut bombarder Kadhafi, c'était Poivre d'Arvor, je ne sais plus qui, est parti l'interviewer. Oui, Darvor. Donc on va dire que... Voilà, est-ce que donc ces journalistes-là étaient en intelligence avec que Kadhafi? Je crois qu'on doit évoluer. Surtout de la part d'un régime qui a quand même eu des gens dans la diaspora qui ont su c'est quoi cette idée de travailler dans un état de droit. Ce qui se passe avec Salomon Kalonda Dela, par-delà Salomon nous concerne tous. C'est que si aujourd'hui des individus peuvent décider de réputer trahison, leur propre complot, ils tripatouillent quelque chose et ils mettent dans votre téléphone et puis ils crient qu'on a trouvé chez vous. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est terrible. Beaucoup. Merci maître. On va vous suivre. Les équipes travaillent d'ailleurs pour suivre ces procès. Ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, c'est que l'état des droits, notre pays, doit avoir des faits sur lesquels on reproche effectivement les coupables présumés. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Le Congo grandit effectivement avec une grande justice, une bonne justice. Il y a eu un coup de balai il n'y a pas longtemps dans cette magistrature qui est dirigée désormais par un grand juriste, Kamouleta. Il est de chez moi, hein, n'oubliez pas, Kamouleta. Il paraît qu'il était à Matadi, mais... Il est de chez moi. Ok, d'accord. Allez, merci maître. C'est moi. À très bientôt.